Bonjour à tous et bienvenue à tous les passionnés, amateurs de football, des clubs de notre région, Nantes, Angers en Ligue 1, mais également Le Mans, Laval et Cholet en National. Tout de suite, j'accueille l'invité de cette 60e édition, 60e numéro du SB Foot, 3e saison. Il s'agit d'Olivier Quint. Bonjour Olivier. Bonjour. Ça fait bizarre de se voir de loin ? Ouais, c'est un petit peu bizarre, mais la période est bizarre et compliquée, donc on s'adapte. Et le moral d'un confiné, d'un reconfiné, il est où ? Je vais pas me plaindre avec tous les gens qui souffrent, Mhm. qui perdent leurs proches, avec les gens qui souffrent dans les hôpitaux. On peut pas se plaindre. Alors, bien évidemment que ça aura des conséquences sur nos activités respectives. Maintenant, on fait le dos rond, on s'accroche et puis on espère des jours meilleurs. Alors, on vous invite parce que vous êtes l'entraîneur de Basse-Goulaine, mais avant cela, vous avez quand même une longue vie de football avant d'arriver à Basse-Goulaine. Une longue vie que va nous raconter dans sa chronique Richard Coffin tout de suite. Pas seulement parce qu'à 48 ans, Olivier Quint jongle encore très bien avec du papier toilette, déjà à Sedan. Ne pas trop vite, s'il vous plaît. Cheveux longs et simplicité chevillée au corps, voilà comment Olivier Quint se révèle au grand public. Un gaucher arrivé en 1996 dans les Ardennes, après avoir été formé à Rouen et passé par Épernay. J'ai connu quelques galères après Rouen, donc, notamment à Épernay avec un deuxième dépôt de bilan en 8 mois. J'ai pensé arrêter le football, donc c'est vrai que me retrouver là maintenant en tête de première division, ça fait un petit peu drôle. À Sedan, c'est la fête. Il monte de la D2 à la D1, oui on parle comme ça à l'époque, inscrit une trentaine de buts mais perd une finale de Coupe de France face à Nantes en 1999. Nantes où il arrive 2 ans plus tard. Après 5 saisons, 151 matchs et encore des buts, il met le clignotant et dit stop. Entraîneur ensuite, on se rappelle aussi au détour du web sur Foot Amateur et sous la plume de Jérôme Bouchacourt qu'il s'offre une pige chez les amateurs justement. Olivier Quint, un garçon qui marque toujours ça, oui. Alors, en dehors du papier toilette à Basse-Goulaine, encore un peu de football ? Je parle pas en tant qu'entraîneur, en tant que joueur. Non, on laisse la place aux jeunes. J'ai un effectif en quantité largement suffisant, donc c'est définitivement terminé. Allez, on va tout de suite passer à l'actualité de votre club, Basse-Goulaine. Alors, décon, reconfiné, vous avez compris. L'idée est de savoir si avec votre passif de joueur pro, qu'on peut rappeler en quelques mots, puisqu'il y a Rouen où vous émergez, il y a Sedan où vous confirmez, il y a Lyon qui est il y a Nantes qui est votre point culminant, Ligue des Champions, j'ai fait un mot valise, Ligue des Champions, point culminant avec Nantes, notamment cette saison 2001-2002. Là, vous avez un effectif amateur à gérer, et là, un confinement. Et avec ce confinement, est-ce qu'on gère vraiment ? Est-ce qu'on donne des conseils ? Est-ce qu'on garde le contact ? Ouais, on est obligé de rester proche de ces joueurs, effectivement. J'ai envoyé un petit message en début de semaine pour leur dire de continuer à s'entretenir, de prévoir la reprise. Alors, on n'a aucune date forcément et ça nous laisse tous dans l'incertitude, mais faut pas que je les lâche. La période est très compliquée pour tout le monde. Elle l'était encore plus pour moi parce que moi, je venais d'arriver dans ce club. Il fallait que je découvre tout le monde et ça a été très long à se mettre en place. Et puis là, ce deuxième confinement est vraiment un coup d'arrêt et je ne sais pas du tout comment je vais retrouver les joueurs quand on pourra reprendre. Alors, des consignes sont passées, les communiqués sont passés, c'était fin de semaine dernière pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il allait en être pour le foot amateur. Alors, le foot amateur prend en compte l'idée notamment que le Covid, c'est plus important que tout, la santé et la préservation de ce virus est plus importante que tout. Ça, c'était les consignes qui ont été données. Toutefois, vous, dans les consignes que vous avez à donner par rapport à vos joueurs, c'est quoi sur le plan physique, sur le plan du moral ? Il y a des éléments que vous donnez ? Vous vous nourrissez peut-être aussi de ce que vous avez été en tant que footballeur, avec des moments difficiles aussi quand on est footeur. Ouais, après, j'avais jamais connu cette situation, bien évidemment. Alors, c'est surtout sur le plan physique, effectivement, qu'il faut s'entretenir. Je leur ai conseillé, demandé même de sortir de sortir entre guillemets 3 fois par semaine et de faire 3 séances un petit peu différentes. Et je pense qu'en le faisant, ça nous aide aussi, ça peut les aider sur le plan mental. Parce que je connais pas la situation et chaque cas individuel, mais si les joueurs sont confinés pendant 1 mois à ne pas sortir, à faire du télétravail ou autre, sur le plan mental, ça risque d'être compliqué. Et justement, ces sorties peuvent leur faire énormément de bien.
Alors, la Ligue a sorti une boîte à outils un petit peu pour les clubs, pour leur dire, bah voilà, pour donner des conseils quand il y a des difficultés. J'imagine que vous n'avez pas forcément, vous, besoin de cela, mais vous avez peut-être quand même besoin de suivre les joueurs, j'allais dire, sur le plan moral, d'une manière ou d'une autre. Oui, parce qu'en plus, j'ai des joueurs qui ont été touchés par la Covid. Certains l'ont contracté, pardon. Alors, certains étaient asymptomatiques, d'autres ont eu beaucoup de symptômes et ont morflé, si je peux me permettre de le dire. Donc, forcément, je vais les suivre régulièrement, leur demander des nouvelles, savoir si déjà sur le plan de la santé, tout va bien. Si c'est le cas, ce sera déjà un premier bon point. Après, effectivement, comme j'ai dit, il faut s'entretenir. Il faut que le moral puisse aller. Il faut que la famille aussi puisse aller. Donc, c'est un ensemble qui fera que le joueur se sentira bien. Mais le joueur, on est en train de lui enlever ce qu'il préfère, s'entraîner, jouer. Et là, c'est très, très compliqué à gérer pour tout le monde. Et parce qu'on perd une dimension sociale, on perd une dimension ludique aussi. Parce qu'on oublie ça, mais le foot, c'est ce qu'amène le foot. C'est jouer. Ouais, c'est jouer, c'est s'amuser, c'est se retrouver entre collègues, entre copains, entre potes. Et puis l'adrénaline du week-end avec le vestiaire, la préparation du match. Le match en lui-même. Alors après, tout ça avait été tronqué. Nous, on n'avait pas de vestiaire cet été pour se changer. On les a eu un petit peu à la rentrée au mois de septembre, mais ça a vite été coupé. Donc, c'est difficile à gérer quand les joueurs arrivent, sont déjà changés, s'entraînent et repartent direct. Pour les nouveaux, c'est très difficile de s'acclimater. Et cette période, elle a été très compliquée à gérer. Je ne vois pas comment ça en sera autrement quand on sortira de ce confinement. Si on en sort avant les fêtes, ça me paraît très, très compliqué. Donc, on verra bien et on s'adaptera au fil du temps. Oui, parce que c'est important quand même d'avoir quand même ce point à l'horizon. Important peut-être aussi notamment sur le plan économique. Alors, on voit des petits clubs comme Notre-Dame-des-Champs d'Angers qui relaient sur Internet le nom de ses sponsors, qui dit patienter pour acheter les brioches, patienter pour la tombola. Parce que économiquement, il y a une économie aussi du foot amateur. Elle est touchée, vous le constatez ? Oui, il y a beaucoup de clubs amateurs qui ont déjà perdu des licenciés avec ce confinement. Donc déjà, il y a un manque à gagner. Alors, il n'y a pas de perte sèche, mais effectivement, les recettes sont moins importantes. Et puis, il y a les sponsors qui, eux, de leur côté, ont été touchés aussi par le confinement et qui vont donner moins d'argent aux clubs amateurs. Ça, c'est une certitude et ça va poser un gros problème au club. Il y a tous ces tournois de fin de saison, ces tombolas qui n'ont pas eu lieu non plus. Donc, un autre manque à gagner. Donc, la situation, elle est extrêmement compliquée. Mais je ne vois pas comment elle pourrait être différente à la reprise. Moi, déjà, je ne pense pas qu'on pourra reprendre avant Noël. Ça me paraît très compliqué. Et si on reprend après Noël, en janvier, comment on va faire pour gérer la fin de saison ? Nous, on avait déjà 4 matchs de retard en championnat. Je suis pratiquement persuadé qu'on ne pourra pas aller au bout de cette saison. Et je me demande comment ça va être géré par les instances. Bon, vous avez commencé à répondre, mais je vais vous laisser quand même répondre à la question finale concernant Basse-Goulaine et puis la vie de ce club amateur qui évolue en régional. Question posée par quelqu'un que vous connaissez bien, on l'écoute. Salut Olive, j'avais une petite question pour toi. Au vu du début de saison inédit que l'on vit, penses-tu qu'on fera plus de matchs officiels ou plus de soirées ensemble ? Allez, ciao. L'un n'empêchant pas l'autre, mais votre pronostic ? J'ai l'impression qu'on est parti pour faire plus de soirées ensemble que de matchs. Parce que moi, j'avais fait un match officiel, un match de championnat et 2 matchs de Coupe de France. On n'est pas compte, en 3 mois, on avait fait 3 matchs, donc, en 2 mois et demi. Donc pour les joueurs, c'est terrible et je vois pas comment le retard peut être rattrapé. Moi, ça me paraît impossible. Bon, allez, on va se changer un petit peu les idées, parler du temps un peu avant le confinement avec cette chronique de Guillaume Brochet. Il a assisté à une session des jeunes arbitres en formation parce qu'il y avait ça après le confinement. Ça reprendra et on va regarder ça tout de suite et au liqueur quand même un peu. Je m'appelle Raphaël Antunes Mendes. J'ai 16 ans et je suis licencié au club de Machecoul à l'ASR et ça fait maintenant 6 mois que je fais de l'arbitrage, du bénévolat et j'ai eu envie d'aller plus loin pour faire de l'arbitrage officiel parce que je trouvais ça vraiment très intéressant. C'est des gens au club qui m'en ont parlé, qui m'ont dit viens voir, essaye, il y a 1 ou 2 matchs, alors j'ai dit oui et puis en fait je me suis très vite pris au jeu. C'est vraiment bien, ils sont extrêmement sympas, rigoureux, c'est que du plaisir. Parce que j'avais déjà essayé bénévolement d'arbitrer. Et ça m'avait bien plu, du coup j'ai essayé de devenir officiel. J'ai appris plein de nouvelles règles, j'ai changé mes
mes prénotions, de ce que je pensais par rapport à ce que j'ai su là, sur ce stage. Ça va sûrement changer ma manière d'arbitrer. Je me rappelle de certaines fautes que l'arbitre sifflait, que je ne comprenais pas, et là du coup maintenant je vais les comprendre, quoi. Je vais mieux les intégrer. Je vais peut-être avoir la chance d'être un arbitre officiel. Du coup c'est cool, ça me permet d'avoir une nouvelle vision du monde du foot. Allez, faute! Voilà, ok. Allez, sachez par ailleurs que la Ligue vient de lancer une application. Si vous avez besoin de recherche et d'éléments, eh bien une application, j'allais pas dire disponible chez tous les bons disquaires, mais sur tous les bons portables. Allez, c'est l'heure de mettre un petit peu de musique. Oui, c'est ce que c'est à la musique, pas grand-chose, mais bon, c'est l'heure du zapping. Zapping pour vous parler au menu de ce zapping. Donc il y a un ex-Angevin buteur dans le championnat anglais qui va vous laisser un petit message. Un confinement studieux, vous allez le voir. Il y a également l'hommage à un Argentin qui ne lâche rien. Mais pour commencer, un ancien de la Maison Jaune qui revêt de nouveau un maillot jaune, autrement plus prestigieux quand même. Merci les fans des Wolverhampton de nous avoir soutenus. Je suis très content d'avoir mis mon premier but et on se retrouve très bientôt. Enchaînement très logique avec un club de cœur d'Olivier Quin. Notre invité, c'est le FC Nantes. Un passé, quel avenir? Question que l'on peut se poser après 8 matchs et 8 points seulement. Est-ce qu'il n'est pas finalement, Olivier Quin, un peu embarrassant ce passé? Du passé, faisons table rase, passons à autre chose quand on n'arrive plus à retenir ses joueurs. Là, il y avait Salah avec sa disparition qui se termine de manière funeste, évidemment, mais il y a Diego Carlos qui brille avec Séville et qui, aujourd'hui, rejoint la Seleção, mais qu'on n'a pas su garder. 16e, est-ce que finalement, 17e, est-ce que Nantes n'est pas à sa juste place? Non, je pense qu'il ne faut pas oublier le passé, parce que ce club a un passé glorieux et beaucoup de joueurs ont fait que ce club a eu beaucoup de titres, donc on ne peut pas l'oublier. Effectivement, depuis quelques années, c'est plus compliqué. Cette année encore, malheureusement, les Nantais ne font pas un bon début de saison, se retrouvent 17e. Alors, c'est un petit peu paradoxal parce que moi, je trouve qu'il y a quand même de la qualité dans cet effectif. Il y a de la qualité individuelle, il y a des joueurs de qualité. Ça ne prend pas encore sur le plan collectif, malheureusement. On l'a vu notamment face à Paris la semaine dernière avec une première mi-temps qui était très intéressante, avec la possibilité d'ouvrir le score, ce qui n'a pas été le cas, et malheureusement une deuxième qui a été beaucoup plus difficile, plus compliquée, et les Nantais sont passés au travers, et l'arrivée, ça fait un 0-3 dans la musette. Je pense que ce match-là, il peut laisser des traces aussi, parce que perdre 3-0 de cette manière, ça peut faire mal. Nantes a aussi un problème, effectivement, offensif, mais ça, c'est récurrent depuis des années. Et là, il se profile un match hyper important, parce qu'en cas de résultat négatif, derrière, ça peut devenir très compliqué pour les Nantais. Ça peut devenir compliqué. Un gamin de 21 ans, capitaine, c'est finalement aussi rendre au centre de formation ce qu'il produit pour le FC Nantes. C'est symbolique. Quel regard vous avez porté sur ce capitana? Ouais, si Christian Gourcuff l'a intronisé capitaine, c'est qu'il a senti beaucoup de maturité chez ce joueur, donc il n'y a pas de souci. Après, moi, j'ai une question. C'est par rapport à ce pénalty qu'il n'a pas frappé alors qu'il les frappe habituellement. Pourquoi? Comment ça s'est décidé? Est-ce qu'il n'a pas réussi à s'imposer? Enfin voilà, c'est un petit peu étrange. Voilà, maintenant, par rapport au brassard, c'est une belle récompense pour lui, mais il ne faut pas qu'il s'arrête là, il faut qu'il continue sa progression. Ouais, il l'a dit, ça faisait partie de ses objectifs, prendre le brassard. Il a quand même une vocation à être un meneur dans le vestiaire. Tout de suite, on va passer à une autre rubrique. On va vous laisser découvrir un peu ces images parce qu'elles sont quand même un petit peu singulières. Nous vivons un monde moderne. Jusqu'où, vous allez le voir, pas si simple que ça. C'est un match de 2e division écossaise. On a appris à se passer des hommes qui sont derrière les caméras, qui pourtant font des mises au point, des loupes
où il faut être vraiment avoir l'œil affûté. Là, la caméra est automatique. Deuxième division écossaise. L'algorithme, c'est la caméra est censée suivre le ballon. Mais quand vous avez un arbitre de touche chauve, je ne vais pas me moquer, mais disons qu'il a une tête de ballon, eh bien voilà ce que ça donne. Dès que vous êtes censé suivre le ballon, eh bien non, la caméra se règle de nouveau sur l'arbitre de touche. Ceci dit, sa vie peut être passionnante. Ouais. Vous aviez vu ces images ? Ouais. Elle peut être passionnante en dehors du terrain. Ce qui me rassure, c'est qu'on a toujours besoin des hommes, donc laissons les hommes faire. Ouais, nous vivons une époque moderne. Il faut savoir aussi que tout ça est lié à des difficultés évidemment économiques. Les clubs ont envie d'apparaître, et c'est pas si simple que ça. La deuxième division écossaise pensait avoir réglé le problème. À revoir tout de même. Allez, on va passer aux différentes rencontres qui nous attendent cette fin de semaine, puisqu'il y a des championnats qui continuent, notamment le championnat de Ligue 1, vous en avez parlé. Déplacement très difficile de Nantes à Lorient. Angers a aussi des points à prendre à Nîmes qui est mal classé, mais c'est vraiment plutôt quitte ou double pour Nantes, savoir un peu dans quel cours on va jouer. Nantes a tout de même un match en moins, je précise. Et puis il y a également le championnat national, je ne sais pas si vous le suivez un peu, mais Laval et Cholet font finalement un bon début de saison. Et c'est Cholet qui ne jouera pas, puisque Annecy a des cas de Covid. Cholet vient de communiquer également qu'il y a 2 cas de Covid chez eux. Laval donc se déplace à Bourg-Péronnas vendredi, reçoit Bourg-Péronnas, tandis que Créteil recevra Le Mans. Vous voyez une équipe émerger, une équipe régionale pouvoir émerger de ce championnat national ? C'est Cholet qui a beaucoup d'ambition, qui commence à mettre les moyens, qui a annoncé très clairement qu'il voulait accéder à la Ligue 2. Après, tous ces championnats sont tronqués par les cas de Covid, les matchs reportés. On voit Lens qui avait 18 cas de Covid, qui a deux matchs en retard, donc Nantes qui en a un forcément. Ça devient compliqué à gérer, et je trouve que ça va pas être très équitable sur la durée, parce qu'il y a certaines équipes qui ont morflé plus que d'autres, donc ça devient compliqué. Pour en revenir à Cholet, oui, je pense que cette équipe, si elle continue, elle aura peut-être les moyens d'aller toucher le haut du tableau national et pourquoi pas accéder à la Ligue 2. Dernière courte question, vous qui suivez quand même le monde amateur, vous avez eu un pied dans les deux, mais j'ai l'impression que vous n'avez jamais quitté dans l'esprit ce qu'était le foot amateur, les spectateurs. Est-ce que vous trouvez finalement que la Loire-Atlantique, elle est bien représentée par ce club de Nantes ? Parce qu'il y a quand même un sacré potentiel dans les départements régionaux, nationaux, chez les jeunes. Et ce qu'on voit émerger par le FC Nantes, finalement, c'est peut-être bien peu au regard de ce que l'on pourrait produire finalement ici en Loire-Atlantique. Est-ce que c'est vous le constat que vous faites quand vous êtes sur le bord des terrains ? Oui, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à mieux et à plus, effectivement. Après, je pense que le Covid laisse des traces et passé par là aussi. Mais je pense que Nantes pourrait être une meilleure locomotive. Mais le fait d'avoir des résultats moyens quand même en dents de scie depuis des années n'aide pas. Donc ça n'aide pas forcément le football amateur. Il vaut mieux voir une équipe de Nantes dans le haut de tableau, dans les 6-7 premiers, pour que derrière, ça tire tout le monde vers le haut. Et ce n'est pas le cas depuis des années. Donc forcément, derrière le football amateur en subit les conséquences. Allez, j'ai encore une petite question à vous poser, parce que cette émission touche à sa fin, ça va très vite. Mais je vais quand même vous poser cette question, j'ai le temps de vous la poser. Elle ramène à votre vie de footballeur, notamment entre Sedan et Nantes. Alors en 2006, c'est l'heure de notre quiz, en 2006, il y a un joueur qui va faire le chemin inverse. Vous êtes arrivé de Sedan à Nantes en 2001. En 2006, il y a un joueur qui va faire le chemin inverse, acheté par Sedan pour jouer en Ligue 1. Donc, il est acheté à Nantes. Il y a 3 propositions. Ça peut être Grégory Pujol, je précise qu'il a été acheté. Proposition A, Grégory Pujol. Proposition B, le Malien, Mamadou Diallo. Ou bien encore, c'est Steven Tico. Lequel a fait le chemin inverse de vous, de Nantes à Sedan ? Je vous laisse le temps de répondre. Grégory Pujol. Votre réponse étant ? Bravo. Bravo. Vous pouvez nous redire un petit peu le nom de ? Grégory Pujol. Là, je vous entends parfaitement. Je vais vous remercier. Merci Olivier d'avoir été notre invité de ce 60e numéro. La semaine prochaine, c'est le retour du taulier avec tous ses ligaments. Et si le Vendée Globe, bien sûr, ne le transporte pas d'ici là vers d'autres contrées, ce sera le retour d'Anthony Brulez. Et merci. Merci.